Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Prep Dads Podcast. Ici, on parle training, nutrition, coaching, bodybuilding et tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast. Et podcast aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment dans le on va dire dans le format, c'est-à-dire que je vais d'abord vous évoquer le sujet du jour et ensuite je vais vous parler de quelques petites actualités et ensuite on commencera évidemment le podcast. Et le sujet du jour, c'est autour de l'utilisation des stéroïdes anabolisants et des femmes pour mieux comprendre ensemble les risques. Et j'ai décidé de faire ce podcast car, à ma connaissance, il n'y en a pas dans le milieu francophone et il n'y a pas spécialement de vidéos francophones sur le sujet de l'utilisation des anabolisants et des femmes, tous les risques que cela pourrait engendrer. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos autour de ça pour les hommes et donc j'ai décidé de faire un podcast sourcé autour de ça, donc j'espère que ça vous plaire. Mais avant de parler plus en détail de ce dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais juste, si vous aimez les podcasts, que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube, que vous mettiez un commentaire, ça aide toujours pour le référencement, un pouce en l'air. Même chose, si vous faites ça sur Spotify, ça serait évidemment extrêmement utile et sympa de votre part. Donc, si vous pouviez faire ça, ça serait top. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas, évidemment, je fais ces podcasts pour vous aider dans vos réflexions, mais ce ne sont pas des vérités générales. Et j'ai d'autres sources de contenu gratuits que je vous propose si ça vous intéresse. Il y a ma newsletter où chaque semaine, je vous envoie un récapitulatif des contenus de la semaine. Et en plus de ça, je mets toujours une ou deux choses en plus. Ça, c'est le premier contenu gratuit. Vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo ou du podcast Spotify ou Apple Podcast, peu importe ce que vous utilisez pour écouter ce podcast. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, on a notre groupe éducatif, notre forum gratuit The Prep Family Circle, où vous pouvez retrouver des vidéos éducatives autour du training, de la nutrition, où vous pouvez poser vos questions et j'y réponds tous les jours. C'est évidemment gratuit, donc vous pouvez retrouver ça. Le lien est dans la description, encore une fois. Et c'est ce dont je voulais vous parler. Et en autre actualité, je suis très content d'annoncer que je commence un nouveau Postgraduate Diploma, c'est-à-dire un master sans la thèse autour de la santé féminine. Et c'est un des meilleurs masters dans ce domaine-là, donc je suis très content. Alors je dis master, c'est Postgraduate Diploma, tout simplement car je n'ai pas encore décidé de si je ferai la thèse ou non. Et ça sera donc mon deuxième postgraduate diploma. Si je le fais, c'est évidemment pour continuer d'améliorer mes connaissances dans ce domaine, améliorer mon coaching, améliorer les formations que je pourrais proposer autour de cela. Et donc, évidemment, si j'apprends des choses intéressantes, je ferai des podcasts autour. Et du coup, ça lance bien ce podcast autour de l'utilisation des stéroïdes et des femmes. Et si je décide de faire ce podcast, c'est car c'est quelque chose de relativement complexe et il y a des implications significatives de l'utilisation des anabolisants pour la santé physique et mentale des femmes qui en prennent. Et l'objectif de ce podcast, c'est d'informer, c'est de sensibiliser et, encore une fois, c'est d'ouvrir une discussion autour de ce sujet sur l'utilisation des stéroïdes chez les femmes en s'appuyant, encore une fois, sur les données scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, sur des témoignages également que j'ai pu lire dans certaines de ces études, et évidemment l'expertise de professionnels. Évidemment, je ne vous encourage pas à utiliser des stéroïdes anabolisants. Déjà, si votre législation ne vous le permet pas, regardez évidemment la législation de votre pays et également, vous allez comprendre par rapport à ce que je vais évoquer dans ce podcast. Donc, j'ai décidé de scinder ce podcast en 3 parties. La première partie, c'est les motivations et le contexte lorsqu'il s'agit de l'utilisation de stéroïdes chez les femmes pour, si vous n'êtes pas familier dans ce domaine-là, que vous compreniez pourquoi, déjà, il y a une utilisation de produits dopants. La deuxième chose, c'est l'utilisation courante de ces produits et les risques engendrés. Ça sera la plus grosse partie du podcast pour que vous compreniez tous les risques en détail. Ensuite, on verra les effets secondaires, on va dire, spécifiques. Et enfin, on verra la gestion des risques
est-ce que c'est possible de gérer les risques et l'accompagnement qui serait nécessaire. Donc déjà, là, je parle notamment des stéroïdes anabolisants dans le contexte de bodybuilding. C'est valable évidemment pour d'autres sports, mais ici, on se concentre pour l'utilisation de ces produits chez les femmes dans le contexte de bodybuilding. Et il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un contexte, lorsqu'il s'agit d'utilisation, qui est un contexte social et culturel. C'est-à-dire, l'idéal de minceur et de musculature qui est diffusé par les réseaux sociaux pousse certaines femmes à chercher des moyens rapides pour atteindre ces standards. Et on voit de plus en plus, là, quand on sort du bodybuilding, on voit de plus en plus de physiques très musclés sur Instagram, avec des pourcentages de masse grasse relativement faibles, et ça donne envie d'avoir ces résultats. Évidemment, ce que je dis là, c'est valable chez les hommes comme chez les femmes. Mais je vois de plus en plus de femmes qui pensent à certains produits pour les aider en pensant que ça les aiderait pour la perte de gras, alors que parfois pas du tout, et ça a juste des effets secondaires négatifs sur la féminité potentiellement. Et déjà, la première chose, c'est qu'il y a cet idéal de beauté qui joue évidemment dans la balance de l'utilisation de ces produits. La deuxième chose, c'est également des personnes peu scrupuleuses, parce qu'on sait, encore une fois, que l'accessibilité aux stéroïdes, elle est liée par le biais de vendeurs souvent non qualifiés. Et ça contribue à leur utilisation. Et donc, potentiellement, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre salle de sport, vous allez lui expliquer votre malheur car vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, et cette personne va dire « Ah bah moi j'ai une solution ». Mais, hélas, les personnes qui vendent ces produits, alors évidemment d'une manière illégale car c'est pas sur prescription, ne connaissent souvent pas tous les risques liés et pensent, encore une fois, que peut-être l'utilisation des stéroïdes chez les femmes, c'est comme l'utilisation des stéroïdes chez les hommes, et vous devez juste réduire les quantités. Et le troisième point également qui est important à souligner, c'est la stigmatisation. On sait que les femmes qui utilisent des stéroïdes sont souvent confrontées à une forte stigmatisation sociale et à un manque de soutien. Et ça les conduit souvent à l'isolement lorsqu'il s'agit de l'utilisation et de ne pas en parler, et la clandestinité dans la manière d'acheter ces produits-là. Et il y a une pression psychologique parfois de certaines personnes également par rapport à ça. Et il y a évidemment donc ça, c'est par rapport au contexte social et culturel lorsqu'il s'agit de l'utilisation de ces produits. Maintenant, lorsqu'il s'agit des motivations des femmes qu'on relève, notamment dans les études scientifiques, et au-delà des études, on pourrait déjà parler tout simplement de la performance. Et par performance, j'entends, quand je parle de bodybuilding, il y a aujourd'hui des catégories, women's bodybuilding, par exemple, ou women's physique, qui sont des catégories avec des musculatures extrêmement développées, qui sont extrêmement dures à atteindre, si ce n'est impossible à atteindre parfois naturellement. Et donc, un des motifs pour l'utilisation de ces anabolisants, ce serait ça. Augmenter la masse musculaire et la force, améliorer les performances sportives dans les disciplines comme, alors le bodybuilding, j'ai noté également l'haltérophilie. C'est le premier point. Le deuxième point qu'on pourrait relever, c'est l'esthétique corporelle lorsqu'il s'agit d'utiliser des produits dopants. Alors là, j'ai pas envie de dire stéroïdes anabolisants, mais j'ai envie de dire produits dopants parce qu'il y en a d'autres, et ça serait atteindre justement le corps idéal, musclé, avec un pourcentage de masse grasse relativement faible que certaines personnes ont. Je dis pas que c'est un idéal, je parle de ce qu'on peut voir, influencé par les normes de beauté. Et par exemple, certaines catégories avec une musculature un peu plus faible ont quand même recours à l'utilisation de ces produits-là. Le troisième point qu'on relève également dans les études qui est intéressant, c'est par rapport à la confiance en soi. Et certaines femmes utilisent des stéroïdes pour améliorer leur estime personnelle et leur image corporelle. Alors évidemment, juste, je fais une pause là. Lorsque je dis dans ce podcast à chaque fois les femmes, évidemment, c'est quelque chose qui s'applique également aux hommes, mais aujourd'hui, je me concentre sur les femmes. Peut-être que je ferai un autre podcast pour les hommes. Le quatrième point, lorsqu'il s'agit des motivations, c'est la pression sociale. Et parfois, il y a une influence qu'on voit, encore une fois, on le relève dans les études, des partenaires masculins, des amis, des coachs, et la pression des milieux sportifs et des réseaux sociaux. Et ça, c'est un petit peu triste de voir qu'il y a des personnes qui viennent encourager à l'utilisation de ces produits-là. Jamais quelqu'un ne doit encourager. La motivation, encore une fois, s'il y a une motivation de prendre ces produits, devrait être une motivation qui vient de la personne et non pas qui est encouragée
par le conjoint, par les amis qui en utilisent. Et hélas, c'est quelque chose que je vois également. Et le dernier point, et c'est un point un petit peu plus dur à aborder, mais je vais notamment parler d'un témoignage qui vient dans une étude de Avnès et collaborateurs. Ce qu'on voit, c'est que pour certaines femmes, l'utilisation de stéroïdes est liée à des expériences de traumatisme sexuel ou à des problèmes de santé mentale. Et par exemple, dans les papiers de Avnès et collaborateurs, il y avait une participante, Nora, qui a expliqué qu'un traumatisme sexuel avait suscité chez elle un besoin d'autoprotection et un intérêt pour l'atténuation des émotions. Et justement, le fait qu'il y ait un effet sur ses émotions, c'était positif pour elle et c'était souhaité. Et ça lui permettait de se concentrer sur ses études, son travail, son régime alimentaire, l'exercice et la préparation à la compétition. Parce qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler un aplanissement émotionnel. Et donc, pour elle, ça l'aidait. On a également d'autres études qui ont décrit des antécédents de traumatisme sexuel lorsqu'il s'agit de motivation de certaines femmes à utiliser des stéroïdes anabolisants. Ça, c'était par rapport à la première partie autour de la motivation pour prendre des produits et du contexte. On peut voir, encore une fois, que ces motivations sont multifactorielles. La deuxième partie, c'est autour de l'utilisation courante. Déjà, il y a un petit peu la coutume et les cycles de produits dopants pour les femmes. Et à quoi ressemble l'utilisation de produits dopants chez les femmes? Ce qu'on voit déjà, c'est que les cycles féminins utilisent des doses beaucoup plus faibles que les cycles masculins, en termes absolus. Je ne parle pas en termes relatifs. Bien que, relativement parlant, on puisse les considérer comme similaires en raison des très faibles concentrations physiologiques chez les femmes. C'est pour ça que je dis en termes absolus. En termes de milligrammes, c'est plus faible, mais par rapport à ce que produisent normalement les femmes, ça ne l'est pas spécialement. Ce qu'on voit généralement, c'est que les hommes utilisent des doses d'allant environ 500 mg à plusieurs grammes. Ce qu'on voit pour les femmes, c'est que ça se situe souvent en dessous de 100 mg par semaine, la plupart du temps, et souvent un peu plus, on va dire moins de 200 mg par semaine. Et dans la coutume, on a des doses qui varient, 70 mg par semaine, ça ferait 10 par jour. C'est pour vous donner des idées de ce qu'on voit, encore une fois, dans les études que l'on a. Ce qu'on voit également, c'est que les cycles des femmes ne sont généralement pas très longs. Ce qu'on voit chez les hommes, souvent, c'est que ce sont des cycles plus longs de 2 mois, 6 mois, 1 an ou plus parfois. Et souvent, on rencontre ça beaucoup moins chez les femmes, pour potentiellement éviter les effets dont je vais parler par la suite. Ce qu'on voit cependant, c'est qu'il y a des femmes qui utilisent des produits pendant des mois, voire à parfois des doses très élevées. Mais, encore une fois, il y a eu un développement des effets secondaires souvent dans ces cas-là. Et encore une fois, là, il faut se rappeler d'une chose, c'est que les femmes ne sont pas des petits hommes. Cette citation, d'ailleurs, je vois cette citation souvent reprise, mais on ne donne pas beaucoup de crédit à la personne qui a dit ça, et la personne qui a dit ça, c'est le docteur Stacy Sims. Et il faut se rappeler, encore une fois, que certes, la coutume explique aux femmes qu'il faut à tout prix prendre X ou Y produit, mais la réalité, c'est que peu importe ce que vous allez prendre, vous aurez potentiellement des effets secondaires, dont on va parler après. Et c'est pour ça, juste que je voulais rappeler ça, c'est-à-dire que certes, là, on parle de doses qui sont moins élevées, absolues, certes, on parle de durées qui sont moins longues, mais ce n'est pas, encore une fois, car vous faites ça, que vous n'aurez pas d'effets secondaires. Et souvent, également, ce qu'on voit, c'est que les femmes préfèrent les stéroïdes oraux, et c'est pas seulement parce que c'est plus facile d'avaler une pilule que d'injecter une huile dans son corps, mais c'est probablement dû, tout simplement, à la courte demi-vie des oraux. Et dans la mesure où on voit que certains injectables, ça serait plusieurs jours, les stéroïdes oraux, souvent, c'est quelques heures, et si potentiellement il y a un effet androgénique qui apparaît, c'est très simple à arrêter et l'effet disparaîtra relativement rapidement si vous n'avez pas fait ça pendant trop longtemps. Également, ce qu'on voit, c'est que contrairement aux hommes, les femmes, elles n'ont pas besoin d'utiliser des doses absolues élevées. Et
Donc, la question de l'hépatotoxicité se pose probablement moins chez les femmes, dans la mesure où les doses absolues sont sûrement moins élevées. Je sais que souvent, lorsqu'on a des vidéos sur les produits dopants, on parle beaucoup du foie, tout le temps, mais il faut parler du foie, certes, mais il faudrait également parler du cholestérol HDL, et je pense que c'est également important, il faudrait parler également des lipides sanguins, des lipides sanguins, pardon, et du cœur, et donc le cholestérol HDL, et de la pression artérielle. Mais c'est sûrement une discussion qu'on a moins chez les femmes, on pourrait en parler dans un autre podcast, tout simplement parce que les doses utilisées, absolues, sont plus faibles. Et donc là, les réels risques, je vais vous les expliquer après. Et donc, les composés utilisés, je ne vais pas les citer. Mais il y en a relativement peu. Parce que ce n'est pas le but du podcast. Le but du podcast, c'est surtout de vous expliquer les effets secondaires. Et il y a autre chose à mentionner qui est important, c'est il y a un impact de la contraception hormonale sur les stéroïdes anabolisants. Il y a une interaction potentielle. On voit déjà qu'il existe 2 types principaux de contraception hormonale. Les méthodes combinées œstrogènes et progestatifs et les méthodes de progestatifs seuls. Et ce qu'on voit, c'est que la contraception hormonale, elle pourrait atténuer les effets des stéroïdes anabolisants dû au fait qu'elle peut entraîner une augmentation de la SHBG qui se lie étroitement aux stéroïdes anabolisants et réduit ainsi la quantité de stéroïdes anabolisants libres dans la circulation sanguine. Et parfois, on peut voir également qu'elle pourrait exercer un effet anti-androgénique direct au niveau des récepteurs des androgènes. Donc, ce qu'on voit, c'est que les contraceptifs oraux combinés contenant 20 à 25 microgrammes d'éthénylestradiol entraînent une plus faible augmentation de la SHBG que ceux qui contiennent 30 à 35 microgrammes d'éthénylestradiol. Et on a différentes également générations de progestatifs, si vous prenez un contraceptif hormonal, qui peuvent potentiellement impacter différemment la SHBG. Ce qu'on voit dans une méta-analyse là que j'avais relevée, c'était que la SHBG, elle augmentait le moins avec les progestatifs de 2e génération. Et encore une fois, il y a des pourcentages différents lorsqu'il s'agit de la diminution de la SHBG. Donc, encore une fois, pour les femmes qui prennent des stéroïdes anabolisants qui viennent aromatiser, ça peut avoir besoin d'un progestatif parfois en même temps, car les œstrogènes, ça vient épaissir la muqueuse utérine. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Mais il faut donc prendre en compte le fait que les stéroïdes anabolisants interagissent avec la contraception hormonale, orale ou non. Et donc ça, c'était autour de l'utilisation courante et des risques. Donc ce qu'on a vu dans cette partie, c'est que dans la coutume, les cycles sont moins longs. Dans la coutume, les doses absolues sont plus faibles et donc les risques ne sont peut-être pas les mêmes. On parlera sûrement moins, au vu des doses, de risques lorsqu'il s'agit par exemple de l'hépatotoxicité, mais bien plus des risques et des effets secondaires spécifiques dont je voulais parler maintenant. Et on a... J'ai deux réels grands types, ou 3, on va dire 3 grands types d'effets secondaires. Les effets sur la santé mentale, les effets androgéniques et les problèmes de santé par rapport aux organes. Mais ça, comme on l'a vu juste avant, c'est sûrement moins le cas chez les femmes. Le premier effet, ça serait qu'on relève, c'est autour de la santé mentale. Ce qu'on voit, c'est que les femmes peuvent éprouver des changements de comportement affectif tels que l'augmentation de l'anxiété et de l'agressivité, comme l'a souligné Onakoyama et Anderson en 2016. En trouble de l'humeur, du coup, on a également potentiellement de l'instabilité émotionnelle, de l'irritabilité, potentiellement de la dépression, de l'anxiété. Le deuxième effet sur la santé mentale qu'on peut retrouver, c'est la dépendance. Les stéroïdes, ils peuvent entraîner une dépendance psychologique qui rend difficile l'arrêt de leur usage, et c'est pour ça que parfois, comme on l'a vu juste avant, il y a des recommandations qui sont sûrement de quelques semaines, potentiellement, pour l'utilisation de ces produits, mais des personnes ont du mal à s'en détacher, et donc se retrouvent à pousser ces produits beaucoup plus longtemps. Et le troisième trouble qu'on retrouve, c'est un problème au niveau de l'image corporelle. Et ce qu'on voit, c'est que dans les effets secondaires,
l'utilisation de ces produits peuvent engendrer une baisse de l'estime de soi et des problèmes de l'image corporelle, en particulier lorsque des changements finalement physiques indésirables apparaissent. Ça, c'est sûrement le premier effet secondaire. Le deuxième, ce sont les effets androgéniques. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler. Les stéroïdes anabolisants, les stéroïdes anabolisants androgéniques peuvent entraîner des effets secondaires chez les femmes, qui sont souvent des effets qui sont masculinisants. Ces effets sont une conséquence finalement de l'augmentation des niveaux d'hormones androgènes, imitant les effets de la testostérone. Et ce que j'aimerais déjà mentionner avant de parler de ça, c'est que la sensibilité aux effets androgéniques varie d'une femme à l'autre. Certaines femmes peuvent être plus résistantes à ces effets, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets même à de très faibles doses. Et on sait également que, comme je l'ai évoqué juste avant, les contraceptifs hormonaux peuvent influencer l'impact des stéroïdes anabolisants. Et donc, ces effets, ils varient d'une femme à l'autre, donc c'est de la loterie. Peu importe la dose que vous allez prendre, vous vous exposez à un risque qui est grand pour votre féminité. Ou du moins, pour ces caractéristiques qu'on pourrait qualifier de caractéristiques féminines. Les effets principaux secondaires androgéniques chez les femmes, basés sur la littérature et de ce qu'on voit, sont les choses suivantes. Un changement, et c'est le plus connu, au niveau de la voix, la dysphonie, c'est l'approfondissement de la voix. C'est souvent l'effet secondaire qui est le plus craint. Quand on regarde la plupart des femmes, l'effet secondaire qu'elles redoutent, c'est le changement au niveau de la voix, car il est souvent irréversible. Et les changements de voix, je tiens à le souligner, peuvent être si prononcés que certaines femmes peuvent être confondues avec des hommes au téléphone. Et ça, c'est souvent arrivé, du moins dans ce que j'ai pu relever. Et la dysphonie, ça peut être un grand problème pour plusieurs types de personnes. Ça peut être un problème pour les personnes qui sont acteurs, qui sont chanteurs, qui dépendent tout simplement de leur voix professionnellement, car ça peut être un critère un peu de discrimination après. Et si je dis ça, et également j'avais vu une vidéo qui était intéressante, je crois qu'il y a un youtubeur américain qui avait fait une vidéo autour de ça, l'utilisation des stéroïdes chez les femmes, où d'ailleurs il a interviewé quelqu'un d'intéressant dedans, Victoria Felklar, je crois qu'on prononce comme ça son nom de famille, qui est chercheuse autour de ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui l'a interviewée qui expliquaient qu'avant elle chantait et qu'aujourd'hui elle ne peut plus chanter. Tout simplement parce que sa voix a changé, c'est comme si elle avait mué. Donc, ça serait une des choses. Le deuxième effet secondaire qui est souvent redouté, c'est, alors, probablement moins, mais c'est la croissance excessive des poils, l'hirsutisme. On voit une augmentation des poils sur le visage et sur le corps, et c'est un effet secondaire qui est courant. On voit des femmes où on aurait potentiellement de la barbe qui commencerait à pousser, ou de la moustache qui commencerait à pousser. Et ça peut inclure, du coup, évidemment le visage, les jambes, les bras, la poitrine, le dos, et la région allant des organes génitaux au nombril. Ce qu'on voit, généralement, c'est que l'hirsutisme est réversible à l'arrêt des stéroïdes anabolisants, mais ça peut prendre parfois 4 à 6 mois. Un autre effet qui est extrêmement redouté, mais qui est souvent sous-estimé avant de l'utiliser, et c'est de l'hypertrophie du clitoris, la clitoromégalie, et c'est tout simplement l'élargissement du clitoris. Et ce qu'on voit, c'est que certaines femmes ont signalé que ce changement s'est partiellement inversé après l'arrêt, ou quelques temps après l'arrêt des stéroïdes, mais souvent, je tiens à souligner que la clitoromégalie, c'est considéré comme irréversible. Et ça peut aller de quelques millimètres à quelques centimètres. Et c'est quelque chose qui se réfère, encore une fois, à ce que j'ai évoqué juste avant lorsqu'il s'agissait de la confiance en soi, de la diminution de la confiance en soi. C'est un des critères qu'on relève sur les études où une augmentation de la taille du clitoris peut impacter la confiance en soi et voir cette confiance en soi à la baisse. Et enfin, il y a d'autres effets secondaires qu'on peut relever
dans les études. Alors là, j'ai relevé les effets, on va dire, qui sont masculinisants. Alors, on pourrait également parler de la décalcification de la mâchoire, ce qui ferait que la mâchoire est un petit peu plus carrée. La pilosité, je l'ai évoqué, c'était souligné par Anne Walt en 2019 et Matija et collaborateurs en 2023. La clitoromégalie, c'était souligné par Christou et collaborateurs en 2017. On voit également potentiellement de l'acné et de la peau grasse, des irrégularités menstruelles ou tout simplement l'aménorrhée, l'arrêt des menstruations après un certain temps. Et ce qu'on voit, c'est que l'aménorrhée, ça peut être utilisé pour surveiller la fonction normale et on va dire la sécurité de la décision du moment de commencer un nouveau cycle. Une femme a-t-elle un cycle normal avant de commencer et pas faire cycle de produit sur cycle de produit en étant en aménorrhée, dans la mesure où on sait qu'il peut y avoir des effets négatifs sur la santé, notamment par rapport à la densité minérale osseuse. Ce qu'on voit également, au-delà de ces irrégularités menstruelles, c'est potentiellement une subfertilité, ce qui peut avoir des conséquences durables dans le temps sur la santé reproductive. Il y a également des femmes qui ont souligné une atrophie mammaire, c'est-à-dire une légère diminution de la taille de leur sein, et encore une alopécie androgénétique, une perte de cheveux de type masculin. Donc ça, c'est l'impact, les effets androgéniques. L'impact psychologique, on l'a vu juste avant, mais ça reste, là je l'avais souligné encore une fois, des sentiments de honte, une diminution de l'estime de soi, un impact négatif sur la vie sociale et la fonction sexuelle. Et ce sont souvent les effets que je viens d'évoquer qui dissuadent certaines femmes d'utiliser des anabolisants. Et on souligne également que certaines femmes peuvent avoir du mal à s'intégrer socialement si leur apparence musculaire est perçue comme trop masculine. Ces effets varient, je le rappelle encore une fois, d'une femme à l'autre, mais peu importe ce que vous allez faire, vous vous exposez à des risques que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Vous ne pouvez pas savoir si vous allez être impacté par cela ou non. Vous ne pouvez pas prédire cela en avance. Et les derniers effets secondaires, lorsqu'il s'agit de l'utilisation des produits chez les femmes, ça reste les problèmes notamment hépatiques et cardiovasculaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, les stéroïdes anabolisants, notamment pris par voie orale, peuvent causer des maladies du foie et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, comme le souligne Anna Walt en 2019, Matija et collaborateurs en 2023. Bon, maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, en pratique, que peut-on faire pour gérer ces risques? Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour être mieux accompagnées? Il y a 3 choses principales. La première chose, ça sera une prise en charge médicale avec un suivi gynécologique régulier pour surveiller les risques liés à la fertilité, les troubles menstruels. Ça sera également un suivi psychologique. Et un accompagnement psychologique, ça pourrait aider à traiter les troubles de l'humeur, la dépendance et les problèmes de l'image corporelle. Et enfin, même chez les femmes, un suivi cardiologique et hépatique pour surveiller les fonctions cardiaques et hépatiques, notamment lorsque vous utilisez des stéroïdes oraux. En termes de stratégie de réduction des risques, y en a-t-il réellement? Y a-t-il des alternatives? Et c'est devenu très populaire dans le milieu anglophone, ça a été popularisé par notamment Victor Black, John Jewett, de parler d'alternatives et de ne pas forcément utiliser des stéroïdes anabolisants androgéniques en premier. Ça pourrait l'être. Mais encore une fois, les effets ne seraient sûrement pas les mêmes, ou du moins pas les effets escomptés. Donc, il n'y a sûrement pas d'alternative lorsqu'il s'agit de produits en soi. Et la seule chose à faire, c'est d'avoir et de faire, lorsque vous êtes des femmes, des choix éclairés, soyez sûr d'avoir des informations fiables autour de la différence entre les différents produits, des doses qui ont été utilisées dans la recherche, des effets secondaires, virilisants ou non. Et on sait que, par exemple, il y a des produits qui sont bien plus virilisants que d'autres. Par exemple, le Proviron. Le Proviron, il n'y aurait pas spécialement d'intérêt de prendre du Proviron. En étant une femme, il y aurait sûrement uniquement des effets secondaires négatifs. Même chose,
Pour la Trenbolone, il y aurait sûrement uniquement des effets secondaires négatifs. Donc évidemment, c'est à fuir. Mais essayez d'avoir des choix éclairés. Et lorsqu'il s'agit de ça, posez des questions. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vous guide dans ses décisions, posez des questions à cette personne. Et cette personne a-t-elle les connaissances réellement ou fait-elle comme ce qu'elle ferait aux hommes? Faites attention à ça. Et enfin, évidemment, pour potentiellement réduire les risques, même si ça ne les réduit pas, c'est tout simplement avoir un suivi médical régulier. Et que ce soit avec des prises de sang, que ce soit en prenant sa pression artérielle, son glucose sanguin à jeun, son rythme cardiaque, sa variabilité cardiaque, quantifier son sommeil, et tout simplement aller chez son médecin et expliquer réellement ce que vous faites. Et donc ça, c'était au niveau de la deuxième manière de gérer les risques. Et la troisième chose, ça passe par ce que je fais là. Et c'est de l'éducation. Et c'est tout simplement la mise en place de cours autour de ça, de vidéos, afin d'informer sur les risques secondaires des stéroïdes anabolisants. Là, le but de cette vidéo, c'est évidemment de faire de la prévention et de vous dire que peu importe ce que vous allez faire, il peut y avoir des risques. Et également, ce qui pourrait être utile, ce serait de créer des outils pour identifier si vous êtes si ça serait potentiellement un problème pour vous d'utiliser des stéroïdes, que ce soit avec des questionnaires validés. Et là, c'est pas quelque chose que je fais. Peut-être si je fais une recherche dans mon master en santé féminine et que je décide de faire une thèse, je la ferai à ce sujet-là. Mais encore une fois, si je dois conclure ce podcast, qui est plus court que les autres, je l'admets, mais dans la mesure où il n'y a pas... Là, c'était que sur les effets secondaires. Donc, j'ai pas fait une masterclass autour de tous les produits qui existent. C'est déjà... Je vous encourage à faire une chose. Recherchez. Faites des recherches autour de l'utilisation des stéroïdes chez les femmes. Essayez de développer par vous-même des stratégies de prévention et de réduction des risques. Et ça, c'est la première chose. Lorsque vous êtes une femme, que vous allez et que vous faites la décision informée de prendre des produits, et que vous allez en parler sûrement peut-être à des personnes autour de vous. Et peut-être que demain, c'est quelqu'un que vous considérez proche qui va vous dire quoi faire. Demandez-lui toujours pourquoi. Pourquoi ça et pas ça. Essayez de vous informer sur ce qui existe. Il y a de bonnes vidéos dans le milieu anglophone, notamment John Jewett qui en parle. Il y a Victoria Fulkelar qui en parle. Il y a Victor Black qui en parle. Il y a sûrement John Jewett qui en parle, Corey Ageman qui en parle. Regardez ces vidéos-là et informez-vous sur ce qui existe, ce qui se fait, et posez les questions à votre coach. Votre coach ou la personne, votre ami, peu importe, qui va vous faire des recommandations. Posez les questions. Car je vois beaucoup de personnes qui se fient à la coutume et qui ne se fient pas à ce que l'on sait en termes de données. Donc faites attention à ça. Et deuxième chose, assurez-vous que lorsque vous allez faire ça, la durée soit raisonnable et les dosages soient raisonnables. Et lorsque vous voyez des effets secondaires négatifs chez vous, n'oubliez jamais une chose, vous avez la possibilité d'arrêter à n'importe quel moment et vous n'avez pas à laisser quelqu'un dicter de ce que vous devez faire ou non. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Donc, c'est tout par rapport au podcast du jour. J'espère que ça vous aura plu. C'est un thème qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Tous les liens à notre espace gratuit The Prep Family Circle, tous les liens pour du coaching, pour mes formations et pour mon e-book ou mes e-books, je ne sais pas, suivant quand vous regarderez ce podcast, sont directement dans la description de cette vidéo et de ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.